On va passer à Guillaume. Et je te laisse la main. Bonjour à tous, donc je suis Guillaume, je suis le CTO d'Explain. Moi je ne vais pas vous demander qui connaît Explain parce que je risque d'être très déçu. Mais je vais vous expliquer ce qu'on fait un peu plus tard. Et là, ce que je vais essayer de vous raconter, c'est un peu quelques enseignements qu'on a tirés des expérimentations qu'on a fait sur les Large Language Models, et notamment autour du fine-tuning. Alors d'abord, quelques mots sur qu'est-ce que c'est Explain. Donc nous, ce qu'on veut, c'est être l'intelligence artificielle des entreprises qui travaillent avec les administrations publiques. Donc qui sont ces entreprises? Quels sont ces secteurs? En fait, c'est plein d'entreprises qui travaillent dans les travaux publics, qui travaillent dans la gestion des déchets, qui travaillent dans la gestion des réseaux d'eau ou dans les énergies renouvelables. Et ce qu'elles ont en commun, toutes ces entreprises, c'est qu'elles interagissent beaucoup avec les administrations publiques, soit parce que les administrations publiques sont leurs clients directement, ils vendent des choses aux administrations publiques, soit parce que les administrations publiques sont des parties prenantes importantes, elles donnent les autorisations, elles définissent les lois, etc. En tout cas, ces boîtes, elles ont besoin d'avoir beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans les administrations publiques et sur quels sont les besoins et quelles sont les actualités de ces administrations. Ce qu'ont en commun les administrations publiques, c'est qu'elles communiquent beaucoup par écrit et par plein de sources différentes. Donc, quand vous êtes un commercial dans une entreprise comme Veolia ou comme Suez, vous devez passer beaucoup de temps à suivre l'actualité de la commune, du département que vous couvrez. Et qu'est-ce que ça veut dire suivre l'actualité de la commune, du département que vous couvrez? Ça veut dire lire tous les documents qui sont publiés autour de ce territoire. Et ces documents, c'est des documents de toutes sortes. C'est la presse locale, les journaux comme Ouest France ou l'Est républicain qui publient plein de choses sur les territoires. C'est tous les documents qui sont publiés par les administrations. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais les conseils municipaux, à chaque fois qu'ils se réunissent, ils publient des comptes rendus de tout ce qu'ils ont raconté. Ça intéresse beaucoup les gens qui travaillent à essayer de vendre des choses aux administrations. Mais c'est vrai aussi pour les préfectures qui publient plein de décisions, ou alors pour les départements, les communautés de communes, etc. Donc il y a plein de documents, plein de choses, plein de documents textuels qui sont produits, qui sont disponibles un peu partout sur le web. Et en fait, il y en a tellement que ça fait énormément de quantité de lecture par jour, si on veut vraiment se tenir à jour de ce qui se passe sur Internet. Typiquement, on estime que si vous êtes un commercial dans une boîte classique qui travaille avec le secteur public et que vous voulez suivre tout ce qui se passe sur un département donné, ce qui est un peu le périmètre classique d'un commercial dans une boîte comme ça, en fait, ça fait, si vous vouliez tout lire, ça ferait entre 2000 et 10 000 pages à lire par jour. Donc évidemment, ça fait beaucoup, quoi. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est avec l'intelligence artificielle, avec le NLP, on va pouvoir résoudre en partie ce problème, solutionner en partie ce problème, et trouver un moyen d'aider ces gens à travailler de manière plus exhaustive, à être sûr de ne pas rater de l'information et à travailler de manière plus efficace, être sûr de ne pas devoir y passer toute une journée pour se tenir au courant, être sûr de rien rater sur ce qui se passe d'important sur un territoire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on développe un logiciel, et ce logiciel, globalement, ce qu'il fait, c'est qu'il collecte toutes les données publiques qui sont présentes sur Internet, donc les sources que je vous ai mentionnées, les articles de presse et les documents publiés par les différentes administrations. Ensuite, on a une couche de NLP qui va chercher à enrichir ces documents, donc on fait de la reconnaissance d'identité pour extraire qui sont les personnes qui sont mentionnées dans les textes ou quelles sont les entreprises dont on parle dans des textes, de la catégorisation aussi, ce genre de choses. Donc on enrichit les données, on les croise pour être sûr qu'elles soient plus faciles à retrouver et plus faciles à identifier comme étant pertinentes. Et ensuite, on les restitue à nos clients sous forme fondamentalement d'un moteur de recherche. On va dire, voilà les documents qui sont pertinents pour toi qui travaillent dans la gestion des déchets dans la région de Montpellier, par exemple. Nous, en fait, un peu notre métier de base, c'est traiter plein de données textuelles et faire du NLP dessus pour aider les gens à trouver l'information importante. Et donc, quand on a un peu vu l'engouement et le développement des modèles ChatGPT, etc., on s'est dit, on a un peu l'impression d'être là au bon endroit au bon moment. On a plein de données qui nous sont assez spécifiques, qui sont intéressantes pour nos clients et qu'on est les seuls à collecter comme ça. On a plutôt une expertise sur le NLP, on sait déjà un peu comment fonctionnent ces modèles, on sait déjà comment les utiliser. Et on a un cas d'usage qui est assez spécifique, qui est un truc assez particulier. Donc on a vraiment intérêt à commencer à se demander si, oui ou non, il n'y a pas des choses qui peuvent transformer la manière dont on travaille en utilisant l'AI générative. Donc en début d'année, là, on a commencé à se dire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut sortir de ces IA génératives. On a commencé à explorer un peu les différents sujets. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un sujet particulier qu'on a regardé, un cas d'usage particulier, et vous donner un peu les enseignements qu'on a tirés autour de ça. Alors, donc, je vous ai dit, nos clients, donc,
nous, on collecte la donnée, on l'enrichit, et puis ensuite, on leur envoie les documents qui sont les plus pertinents pour eux. On leur donne les documents qui sont les plus pertinents pour eux. Donc, nos clients, ils reçoivent globalement une alerte avec un email dans lequel il y a une liste de documents, et puis on leur dit, attention, ce document-là, il est particulièrement pertinent pour toi. Et donc, ce qu'ils font, c'est, ils vont cliquer sur le mail, sur le document qui a l'air intéressant pour eux, et parfois, ils se retrouvent avec un document comme ça. Vous n'avez peut-être pas tous vu un document comme ça dans votre vie, mais ça, c'est un arrêté municipal, un arrêté préfectoral, pardon, qui annonce le rejet de la demande d'autorisation d'un parc éolien. Donc pourquoi c'est intéressant pour les gens qui bossent dans ce domaine? Parce que si vous travaillez dans le développement des éoliennes et que vous travaillez sur le département en question, là, la Charente-Maritime, et ben, vous voyez qu'il y a un concurrent à vous qui a fait une demande d'autorisation et qu'elle a été refusée, vous avez envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le préfet a refusé cette demande et qu'est-ce que je peux en tirer, ou est-ce que je peux essayer de ne pas faire les mêmes erreurs que ce concurrent. Mais comme vous voyez, les arrêtés, ce n'est pas des documents qui sont particulièrement attirants et faciles, où l'information est bien mise en valeur. Et donc, il y a un peu de boulot avant de comprendre exactement ce qui a causé le refus. Donc, on voit le titre qui est qu'il y a un rejet de la demande d'autorisation, mais une fois qu'on a vu ça, c'est pas si évident. Donc, notre client, ce qu'il fait, c'est qu'il se dit, bon, allez, j'y vais, je vais quand même essayer de les comprendre. Donc, il commence à lire. Bon, et puis, il finit par comprendre que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le parc éolien, le lieu où le parc éolien prévoyait d'être mis en service, est à quelques kilomètres d'un radar militaire qui est là parce qu'il y a une base militaire pas très loin. Et donc, le ministre des Armées a refusé, a émis un avis défavorable au parc éolien parce qu'il pensait que le fait d'avoir des éoliennes à 30 km du radar, ça pouvait potentiellement perturber le radar. Ça, c'est l'information finale que le client voulait avoir, c'était ça. Mais bon, avant d'avoir trouvé ça, il a fallu quand même lire le document, identifier les bons passages, c'était un peu pénible. Et notre client, s'il doit faire ça tous les jours sur une dizaine de documents, à la fin, c'est long, c'est difficile. Et puis, à la fin, il faut qu'il prenne un cachet d'aspirine, parce que ça lui a coûté de devoir faire ça sur plein de documents. Donc, ce qu'on se dit, c'est peut-être que les LLM, ils peuvent nous aider à faire ça. Donc, ce qu'on a essayé, on s'est dit, bon, voyons si on demande à ChatGPT de prendre ce document et de nous en extraire la substantifiquement, les éléments importants, qu'est-ce qu'il dit. Et donc, il fait un travail absolument incroyable. Donc, c'est clair qu'il écrit un meilleur résumé du document que ce que moi j'aurais fait. Il dit, en effet, dans cet arrêté préfectoral, c'est un refus d'autorisation du parc éolien, et c'est dû à un avis défavorable du ministère des Armées, parce que il pense que le projet risque de perturber les radars militaires, notamment un qui est à Rochefort, à 28 km du site du projet. Donc c'est assez bluffant, comme tu disais tout à l'heure. On a l'impression qu'il a vraiment tout compris, il a identifié précisément quels sont les éléments importants, quels sont les éléments qui sont décisifs pour le client, et il fait cette réponse. Donc on se dit, bon, super, on a l'impression que ça marche vraiment très bien, et on pourrait s'arrêter là et se dire, voilà, ça y est, le problème est résolu, il suffit de faire passer nos documents dans GPT-4 et puis c'est réglé. Le truc, c'est que nous, en fait, on n'est pas très satisfait de faire passer, d'utiliser des modèles propriétaires comme ça pour nos cas d'usage, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les coûts qui sont associés à ces modèles, ils sont quand même des coûts qui peuvent quand même augmenter assez rapidement, et notamment dans des cas d'usage où on va avoir des volumes de documents à traiter qui vont être très nombreux. Donc, dans les cas d'usage où c'est directement les clients qui font appel au LLM, ça peut rester relativement contenu, mais si on se dit, on a notre base documentaire, tous les jours on ajoute 3 ou 4 000 documents, à chacun de ces 3 ou 4 000 documents, on doit faire des traitements pour les envoyer dans le LLM, en sortir une info, puis peut-être on va en faire plusieurs, parce qu'il y a plusieurs choses différentes qu'on va demander au LLM. En fait, à la fin, si on met tout ça bout à bout, ça fait des coûts qui sont très élevés, et c'est des coûts qui ne scalent pas du tout, puisque à la fin, ce qu'on paye, c'est le nombre d'appels. Donc, plus on va avoir de documents, plus on va avoir de clients, plus on va avoir des coûts qui augmentent. La deuxième raison pour laquelle on n'est pas très à l'aise avec utiliser un modèle propriétaire, c'est qu'on manque de contrôle sur le modèle. Le modèle, il peut changer, et il peut donner des résultats un jour et puis d'autres résultats un autre jour. On n'a pas de contrôle sur le temps de latence du modèle. Un jour, il peut donner des réponses très rapides, et puis un autre jour, il peut être hors service. Donc, c'est un peu embêtant d'avoir un truc qu'on ne maîtrise pas complètement. Le troisième inconvénient, c'est qu'en utilisant un modèle propriétaire, de fait, on utilise le même modèle que tout le monde, et c'est pas super cool. On préférerait avoir un modèle qui nous constitue un avantage comparatif. Puis, le dernier modèle dont on a déjà parlé, c'est, oui, c'est bien, mais on envoie quand même les données à l'extérieur, donc potentiellement, ça peut être un problème pour nos clients. Donc, c'est quoi la solution pour faire ça? Nous, ce qu'on voudrait, c'est un modèle qui a des performances similaires,
mais qui est plus petit pour être moins cher et qui nous appartient. Et comment on essaie de résoudre ça? C'est le fine-tuning. Alors, je vais faire un petit rappel sur le fine-tuning pour commencer, pour vous réexpliquer un peu ce que c'est dans le détail. Et ensuite, j'expliquerai comment nous, on a essayé d'appliquer ça. Alors, pour faire du fine-tuning, c'est pas extrêmement... le principe est assez simple. On prend un modèle pré-entraîné, donc un modèle évidemment dont on a accès au poids. Donc ça peut être Llama, mais il y en a plein d'autres. Maintenant, il y a eu T5 avant, et puis maintenant, il y a Falcon, et puis il y en a d'autres. Là, il y a Llama V2 depuis ce matin. On lui donne un dataset d'entraînement qui contient plein d'exemples de la tâche qu'on veut réaliser. Donc là, en l'occurrence, pour nous, c'est des textes de documents administratifs et les résumés associés. Et puis, ce qu'on va faire, c'est on va modifier ce modèle pour qu'il réponde le mieux possible à cette tâche. Jusqu'à il y a encore quelques mois, c'était une opération qui était relativement lourde parce que ce qu'on faisait, c'était on rechargeait en mémoire l'intégralité des poids du modèle, on réajustait tous ces poids à la volée, tous ces poids en fonction du dataset de fine-tuning. Et donc ça coûtait cher parce qu'il fallait quand même avoir des gros modèles chargés dans la machine, il fallait des grosses machines. Et heureusement, la communauté a travaillé et a sorti des super méthodes qui font que désormais, le fine-tuning, en fait, ça se passe pas comme ça. Le fine-tuning, c'est des paramètres qu'on rajoute à notre modèle, et c'est seulement ces paramètres-là qu'on touche. Le modèle original, on ne le touche pas. Et donc, ça a changé pas mal les choses, parce que ça veut dire que maintenant, le fine-tuning, c'est une opération qui est relativement simple, relativement rapide, et beaucoup moins cher. Et donc, une fois qu'on a fait ça, nous, notre espoir, c'est on va prendre notre texte de base, on va le faire passer dans notre petit modèle de langage fine-tuné, et on espère que la qualité qu'on va obtenir, elle est similaire à la qualité qu'on a quand on fait passer ça dans un modèle de langage plus gros et du type GPT-4. Alors, est-ce que ça marche? On va voir sur notre cas d'usage. Donc, nous, on a fait ça avec ces paramètres-là. Donc, le modèle de base qu'on a utilisé, c'est un modèle qui s'appelle Red Pajama. Donc, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas entendu parler de ce truc. En gros, c'est Llama, qui a été redéveloppé par une autre boîte avec le même genre de données, les mêmes traitements sur les données, et qui l'a mis en licence open source avec autorisation d'usage commercial. Donc c'était à date, c'était le modèle le plus similaire à Llama qui pouvait être utilisé commercialement, donc c'est pour ça qu'on a choisi celui-ci. Et on fait du fine-tuning avec Laura, donc Laura qui est une des méthodes dont je parlais, qui permet de fine-tuner seulement un ensemble de paramètres qui ne sont pas ceux du modèle et qui permettent de faire du fine-tuning plus efficace. Donc, on lui donne un dataset de paires de textes résumés. On fait notre fine-tuning. On n'obtient pas un, mais 4 modèles, puisqu'on voulait aussi essayer de voir quelle était l'influence de la taille du dataset qu'on mettait en entrée sur les performances de ça. On a fait 4 modèles différents, un avec 200 exemples jusqu'à 2000 exemples, et ce qu'on voulait, c'était voir à quel point c'était important d'avoir beaucoup de données en fine-tuning. Parce que sur ces sujets, on entend un peu différentes choses. On entend que parfois, avec 200, ça suffit à faire de la très bonne qualité, mais des fois, il faut quand même aller jusqu'à 10 000 pour avoir de la très bonne qualité. Donc, on voulait voir un peu sur ce cas particulier, qu'est-ce que ça donne. Première comparaison un peu qualitative des résultats. Donc là encore, c'est un document qui n'est pas particulièrement à gauche, c'est un document qui est un document typique des documents que lisent nos clients. Donc, c'est un document qui parle d'un rapport sur la gestion des déchets et sur la qualité du service de gestion des déchets. Et c'est un conseil municipal qui va valider ce rapport, dire on l'a bien lu, c'est bon, on peut le valider et puis le mettre en ligne. Donc là, la première chose qu'on fait, c'est on regarde ce que dit GPT-4. GPT-4, il fait un résumé qui est tout à fait convaincant, tout à fait exhaustif. Il explique qu'en effet, le rapport a été présenté. Et il dit, en plus, une petite subtilité, il dit le conseil municipal a pris acte, mais sans voter, ce qui est un peu une subtilité de la délibération. Là, la délibération n'a pas vraiment été soumise au vote, le conseil municipal a juste validé le fait qu'il avait lu. Et donc ça, il l'a capté, ce qui est assez impressionnant. On regarde ce qui se passe quand on met juste le modèle initial, le brave Red Pajama tout seul, sans fine-tuning. Donc lui, en fait, il comprend rien du tout. Il est là, et puis en fait, on lui demande de résumer ça, et ce qu'il fait, c'est juste dire je sais pas trop, du coup, il recrache le document tel quel. Et donc là, c'est intéressant, parce qu'on voit que sans fine-tuning, en fait, il est vraiment pas très capable de bien comprendre cette tâche, et donc il fait un truc qui a pas beaucoup de sens, qui est pas très utile. Et par contre, une fois qu'on l'a fine-tuné, là en fait il fait un boulot qui est tout à fait convaincant. Donc là, je vous ai mis le résultat avec le plus gros modèle, enfin le plus gros dataset d'entraînement, et donc il fait un résumé qui est tout à fait comparable à ce que GPT-4 a sorti. Donc il dit à peu près la même chose, il dit il y a eu ce rapport, il a été présenté. Le conseil municipal a pris acte. Bon, il n'a pas noté que ça n'avait pas été soumis au vote, mais c'est vraiment un détail. Donc une fois qu'on a vu ça, c'est un enseignement intéressant de voir quand même à quel point le fine-tuning marche pour donner des capacités au modèle qui initialement ne sont pas du tout présentes
et que juste avec un nombre relativement faible en fait, d'exemples, des modèles même petits qui n'avaient pas du tout cette capacité-là au départ, réussissent à faire des choses, des tâches comme ça qui sont des tâches objectivement assez complexes. C'est sûr qu'il écrit de meilleurs résumés que ce que moi j'aurais fait. On a fait une comparaison du coup quantitative des résultats, et donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a pris 60 documents de test. On a essayé donc on a généré des résumés pour chacun de ces documents avec les 4 versions de notre modèle, donc de 200 à 2000 données en entraînement. Et on a essayé et ensuite on a ranké à l'aveugle les différents résumés pour comparer les performances des différents modèles. Et ce qu'on regarde à la fin, c'est est-ce que chaque modèle, combien de fois il a été meilleur ou à égalité avec GPT-4, et combien de fois il était plus mauvais. Donc là, c'est assez intéressant. Donc le modèle 200, en fait, il n'est pas si mauvais que ça. Donc on voit bien que quand même, il est quand même globalement souvent plus mauvais que GPT-4, rarement bien meilleur, mais quand même dans quasiment 50% des cas, il est soit équivalent, soit un peu meilleur que GPT-4. Ça, c'est assez intéressant et c'est plutôt prometteur, parce que ça veut dire que même avec des datasets relativement petits d'exemples de fine-tuning, on arrive quand même à des performances qui ne sont pas complètement à l'ouest. Donc là, c'est plutôt un enseignement assez cool. Les performances, elles s'améliorent un peu sur le 800, mais vraiment de manière marginale. Et à partir de 1400, on a l'impression qu'on commence à avoir des différences qui sont vraiment importantes. Donc là, ça y est, on est à on a environ à 30% de cas où on rank le modèle 1400 moins bien que GPT-4. Et dans plus de la majorité des cas, en fait, on considère que les résumés sont à peu près équivalents avec celui de GPT-4, ce qui est plutôt cool. Et ça continue à s'améliorer avec le 2000. Donc on est autour de 22% de cas de moins bien, et donc plus de 70% de cas où le modèle avec 2000 exemples a fait mieux ou équivalent à GPT-4. Donc c'est quand même vraiment des résultats qui sont assez cool, assez prometteurs, parce que ça veut dire que malgré le fait qu'on a pris un modèle qui était relativement petit, 7 milliards de paramètres, c'est les plus petites versions des modèles Llama, malgré le fait qu'on n'a pas un nombre délirant d'exemples dans le dataset d'entraînement, on arrive quand même à des performances qui sont en fait tout à fait comparable à GPT-4, on a un peu moins. Alors quelques enseignements supplémentaires sur l'application de tout ça, combien ça coûte, quel temps ça prend. Donc tout ça on l'a fait en utilisant AWS, donc nous on a tous sur AWS, donc on fait ça pareil. Alors donc les coûts sont assez ridicules en fait, puisque pour entraîner un modèle comme ça prend à peu près, le plus gros ça prend 4 heures, le fine-tuning du plus gros modèle avec le plus grand nombre d'exemples ça prend 4 heures. Et donc c'est 4 heures d'une machine relativement chère avec des GPU, donc c'est globalement 6 euros. Et ce qui est assez cool aussi, c'est que c'est des codes qui sont... donc, il y a plein d'exemples maintenant, et puis il va y en avoir encore de plus en plus avec Llama V2, où tout le monde se dit je vais fine-tuner Llama V2. Mais en fait, c'est des codes qui sont assez faciles à récupérer, à adapter pour ses propres cas d'usage, et qui sont faciles à adapter sur n'importe quel modèle, en fait, pas forcément Llama, ça peut être d'autres. Et donc là, clairement, maintenant, pour nous, c'est assez facile, pour n'importe quel cas d'usage, n'importe quelle application, de réadapter notre code et de le faire tourner sur un modèle différent et un cas d'usage différent, et d'avoir un fine-tuning qui ne prend pas trop cher. Et ce qui est assez cool aussi, c'est qu'on itère assez vite avec ce type de modèle, puisque, encore une fois, ça prend 4 heures, donc on laisse tourner l'après-midi, le soir, on peut tester, c'est vraiment pratique. Le truc un peu plus tricky, c'est maintenant, une fois qu'on a ça, il faut quand même l'héberger, le modèle, pour qu'il fasse des inférences, parce qu'on ne peut pas juste l'entraîner et puis le laisser vivre tout seul. Donc là, il faut payer des instances relativement cher, parce que c'est quand même des modèles qui prennent de la place. Nous là, les estimations que j'ai faites, c'est vraiment à la louche, mais globalement, pour avoir un modèle qui répond, qui fait de l'inférence relativement rapidement, faut payer des instances qui coûtent entre 0,5 et 2 euros de l'heure. Donc c'est quand même des instances assez chères. Et tout ça, si on fait la multiplication, ça fait entre 7 000 et 17 000 euros par an. Donc c'est pas des coûts qui sont neutres, et c'est des coûts qui en fait sont très scalables, puisque évidemment, une fois qu'on a son instance, on peut l'appeler pour plein de données. Par ailleurs, donc aujourd'hui, c'est des coûts qui sont encore assez élevés, mais on peut penser qu'à mesure que la littérature avance, il y aura des méthodes pour faire de l'inférence de moins en moins chère, pour héberger les modèles sur des instances de plus en plus petites. Donc mon pari, c'est plutôt que les coûts d'inférence vont baisser dans les prochains mois. De toute façon, on a de fait
un modèle qui est beaucoup plus petit que GPT-4. Donc un peu mécaniquement, il n'y a pas de monde où les coûts d'inférence sont plus faibles pour GPT-4 que pour des modèles comme ça. Voilà, quelques conclusions un peu générales sur le fine-tuning. Donc bon, la conclusion que j'ai déjà dit, mais qui me semble un truc important. Manifestement, sur une tâche spécifique comme celle qu'on avait là, qui était la tâche de résumé, on arrive à obtenir des performances qui sont assez proches, voire équivalentes à des gros LLM propriétaires. Donc ça, c'est quand même un enseignement assez cool. Nous, un peu dans la manière dont on réfléchit à comment on va utiliser les LLM dans le futur, ce qu'on se dit, c'est il y a un monde où en fait nos LLM, c'est plein de petits LLM sur lesquels on a fait plein de fine-tuning sur des tâches spécifiques, très spécifiques différentes. Ces différents LLM, on les appelle à différents moments dans le produit en fonction du cas d'usage. Par ailleurs, en plus, ce qui est assez cool, c'est que donc on a nos datasets de fine-tuning, on peut facilement changer le modèle de base, donc passer de Llama V1 à Llama V2 si tout à coup il y a un bond de performance, refaire un petit fine-tuning qui coûte pas très cher, et hop, on a notre nouveau modèle avec notre nouveau modèle de base qui est un peu meilleur, le fine-tuning qui est toujours le même, et on update comme ça un peu régulièrement nos cas d'usage et les performances grimpent un peu mécaniquement par la littérature. Donc je sais pas si c'est un modèle qui tient vraiment le coup, parce qu'il y a des questions des coûts d'inférence, etc. Mais en tout cas, c'est tout à fait une manière de fonctionner qui est possible et qui nous plaît pas mal. Et moi, ce que je trouve assez cool, c'est que, en effet, donc, il continue à y avoir des gros progrès sur les modèles de langage propriétaires, donc GPT-4, Claude, etc. Mais par ailleurs, il se passe aussi plein de choses sur les modèles open source. Et donc, en fait, l'écart ne se creuse pas. Il y a surtout des branches différentes qui avancent. Et clairement, là, vous avez vu, la MAV2, ça fait beaucoup de bruit parce que tout à coup, il y a encore un bond dans les modèles open source. Le fine-tuning, ça continue à s'améliorer aussi. Il continue à avoir des méthodes de plus en plus rapides, de plus en plus efficaces. Les coûts d'inférence, je pense que ça va continuer à baisser. Donc, cette approche, je pense que, un peu comme en fait l'approche qui consiste à utiliser le meilleur modèle du moment, elle va continuer aussi un peu à grandir toute seule grâce à la littérature scientifique. Et donc ça, je trouve que c'est aussi assez prometteur, parce que ça fait deux approches possibles qui sont complémentaires et qui peuvent fonctionner pour différents types de cas. Voilà ce que je voulais vous raconter. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Vas-y, c'est le premier. Vous avez dit du coup qu'ils étaient inférieurs ou équivalents, mais c'est parce que vous avez testé sur 2000. Est-ce qu'en augmentant sur un fine-tuning jusqu'à 10 000, ou est-ce qu'il y a un palier où ils arrivent à devenir supérieurs? Et est-ce qu'il y a un moment où le côté un peu exponentiel s'arrête et le surentraînement devient inutile en fait et juste coûteux gratuitement en fait? Ouais, on n'a pas testé au-delà. Mais je crois qu'il y a eu un papier il n'y a pas très longtemps qui montrait un peu ça, qu'il y avait une sorte de plafond, qu'un peu à un moment tu deviens limité par la taille de ton modèle de base, et que bon, malgré tout, à un moment, ton modèle il fait quand même que 7 milliards de paramètres versus 400 milliards, et donc même si tu le fine-tune autant que tu veux, à un moment il n'est pas capable de dépasser vraiment, ou de rattraper ou de dépasser les performances du modèle de base. Donc ça c'est un truc qu'on n'a pas testé nous-mêmes, mais c'est ce que je pense qu'il peut dépasser un stade les capacités de GPT-4 ou pas par exemple? Non, je pense pas franchement. Là GPT-4, je me suis pas étendu dessus, mais vraiment GPT-4 clairement il fait des meilleurs résumés que n'importe qui dans ma boîte. Tu vois. Si on prenait les extraits et qu'on demandait à écrire des résumés, c'est sûr qu'ils seraient moins bons que ce que GPT-4 fait. Donc pour faire mieux que ça, tu vois, après là on est vraiment dans... J'ai l'impression qu'on est un peu à pic performance sur cette tâche-là. Les meilleurs résumés sans faute d'orthographe. Ouais, c'est ça. C'est ça qui fait la diff. Une question en ligne. Êtes-vous sûr que cela revient beaucoup moins cher que GPT-3? A priori, blabla. Ouais, donc ça c'est en effet une question qui est pas 100% évidente. Donc, non, en effet, si on fait vraiment les calculs, c'est pas un truc qui est absolument clair à 100%. Donc ça dépend en fait pas mal de l'usage, de la quantité d'usage qu'on fait, puisque ce qu'on comprend c'est que GPT-3 ou GPT-4 ou toutes les API, le paiement qu'on fait c'est à l'usage, alors que là, le paiement qu'on va faire c'est à l'instance qu'on mobilise. En fait ça dépend de combien d'inférences on peut faire, si on mobilise des instances, si on les mobilise à 100%, quel est le coût à l'unité de la requête qu'on fait. Globalement, moi, dans les calculs que je fais, si on a des instances qui sont très mobilisées en permanence, qu'on a beaucoup d'inférences à faire et qu'on appelle beaucoup les instances qu'on met en ligne, on est quand même à des coûts qui sont inférieurs à GPT 3.5. Mais bon, avant d'arriver là, en effet, il faut quand même avoir des cas d'usage qui réclament beaucoup d'appels. Ceci dit, moi, je pense que les coûts d'inférence vont continuer à diminuer parce qu'à la fin, ce qui se passe, c'est quand même qu'il y a un modèle d'un côté qui fait 300 milliards de paramètres, un autre qui fait 7 milliards. Donc, en fait, en pure électricité dépensée,
il y a vraiment, il n'y a pas photo, quoi. Donc, il y a vraiment, d'une manière ou d'une autre, les coûts vont quand même se différencier. Enfin, j'ai deux questions en une. La première, c'est les résumés que vous avez donnés en fine-tuning. Vous les avez fait vous-même à la main ou vous avez généré? Ouais, non, donc on a utilisé des gros modèles pour générer ces trucs. Et ensuite, on les a regardés à la main pour s'assurer que les choses étaient. Ouais, Et du coup, avec la librairie Laura, c'est ça, ou je sais plus, la librairie qui fine-tune, vous avez juste à donner le thème du document et le résumé. Vous n'avez pas besoin de mettre des bons et des mauvais résumés avec des labels en disant ça c'est mieux que d'autres. Juste vous lui donnez le résumé et il s'arrange lui-même pour fine-tuner, pour sortir le même genre. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on donne les modèles qu'on fine-tune, c'est des modèles génératifs, donc qui sont juste qui complètent du texte. Donc ce qu'on fait en fait, c'est on lui donne un prompt. On lui dit voilà, le prompt c'est littéralement c'est résume le texte suivant. On passe le texte et ensuite on lui dit voilà la réponse que tu aurais dû donner c'est voilà le résumé et on lui donne le résumé le résumé. Et c'est ça qu'on passe en fine-tuning et c'est ça qui permet d'avoir les performances qu'on a. Vous allez montrer des mauvais et des bons exemples. Il n'y a pas de... non, franchement, j'aurais plutôt pas dit, puisque tu veux qu'il apprenne à bien compléter, donc tu as plutôt envie de lui donner voilà, comment il faut compléter le truc. Ouais, en fait, c'était un peu la même question, donc ça va aller plus vite. Donc pour la production des résumés à l'entraînement, c'est clair. Et pour la lecture, après, vous avez dit à un moment, on fait un ranking à l'aveugle des résumés. Je n'ai pas bien compris ce que ça veut dire. Ouais. Est-ce que vous pouvez utiliser un grand modèle pour un peu faire cette partie-là aussi? Ouais, donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a nos 5 modèles, on a un document, 5 modèles, et on dit chacun de ces modèles génère-moi un résumé. Ensuite, on prend les outputs de ces 5 modèles, on les mélange globalement, et on demande à quelqu'un, donc là en l'occurrence c'était moi, de dire quel est le meilleur. Vous avez fait 2000 quoi. Non, j'en ai pas fait 2000, j'en ai fait 60 pour l'évaluation, heureusement, sinon ça aurait été compliqué. Et donc c'est comme ça qu'on fait pour l'évaluation. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que on sait que donc il y a pas mal de papiers qui existent qui utilisent GPT-4 pour que lui-même il dise à ton avis c'est quoi le meilleur truc. C'est juste que moi j'avais envie d'avoir un truc où on évalue un peu mieux la factualité du truc, on évalue un peu mieux avec les connaissances métiers la qualité du résumé. Donc je trouvais que c'était un peu plus propre entre guillemets, de le faire sur un peu moins d'exemples, mais d'utiliser un notateur humain qui connaît un peu le métier. Mais l'approche avec GPT-4, il y a plein de gens qui le font. On a des questions en ligne, il y en a 2 qui se ressemblent, c'est à quel point les coûts seraient décuplés si vous aviez utilisé un modèle à 65 milliards au lieu de 7 ou des plus gros, je ne sais pas si vous avez fait des petits tests là-dessus pour savoir si c'est proportionnel ou pas. Ouais, non, c'est une bonne question. J'avoue que je ne sais pas vraiment. Donc évidemment, si tu veux un modèle à 65 milliards, tu as besoin d'instances un peu plus grosses. Je ne pense pas que ça scale linéairement. Je pense que avec les GPU, les instances qu'on a utilisées, on doit pouvoir héberger des modèles qui sont un peu plus gros sans trop de problèmes. Mais c'est sûr qu'avec des modèles plus gros, de fait, on paye plus cher parce qu'il y a plus de compute. Mais je sais pas précisément répondre à la question. Et une autre question, est-ce que vous utilisez un vecteur DB? Si oui, lequel? Ouais, donc là pour ce cas d'usage, il n'y a pas du tout besoin de vecteur DB. Hein, c'est ça qu'il faut bien voir ça. Là, on prend juste des documents, des extraits de documents, et puis on demande au modèle de les résumer. Mais on a d'autres cas d'usage où en effet on utilise des bases de données vectorielles pour faire du retrieval et ensuite donner ça à des modèles de langage. Et là, en fait, on utilise Elasticsearch parce qu'il y a une base de données de vecteurs. Est-ce qu'il y a une autre question? Je suis curieux de savoir, c'est quel type de profil dans l'équipe qui s'occupe typiquement de la partie fine-tuning ou de... C'est des data engineers, plutôt des gens qui ont une expérience en data et une expérience en data engineering pour avoir un peu, parce que c'est un peu des trucs de DevOps, de choix des instances et tout, donc c'est un peu les gens qui sont un peu à la croisée de ces profils. Quoi. Je sais pas quel est le nom précis pour ça, mais c'est un peu ça le profil. Super, merci beaucoup.